Ça a été une ambiance de guerre, hein. C'était des pompiers partout, la police, les sirènes. C'était le brouillard, la fumée, les arbres qui explosent sous la chaleur. On est tombé face à un mur de feu. Mais quand je dis un mur de feu, il devait faire, je sais pas moi, 300-400 mètres de large et sur 100 mètres de haut. Du coup, c'est vrai que des fois, on se sentait un peu dépassé par ce qui se passait, quoi. Après, on a beau être l'homme le plus costaud du monde, de ce qu'on a vécu là, ça touche. On n'en sort pas indemne, hein. Il y a un traumatisme qu'on va garder. La guerre contre le feu à ses soldats. Le capitaine Léali est l'un d'entre eux. L'un des 4600 sapeurs-pompiers mobilisés cet été pour combattre le monstre de feu. Florent Léali, un enfant du bassin d'Arcachon, a vu sa forêt s'embraser dès le premier jour. Le 12 juillet, au début, on n'a pas forcément de précision, mais j'entends sur le canal Forêt que le centre opérationnel départemental a reçu un appel 18 pour un feu de véhicule sur la fameuse piste 214 qui traverse le massif et notamment la forêt usagère de la Thèse de Buch. On identifie de suite un panache de fumée d'une opération importante, à sa couleur, à son pied, c'est-à-dire sa largeur. Et donc quand on voit ça, on comprend qu'on est sur un feu virulent, en tout cas qui est puissant. Petit à petit, on a vu cette fumée grossir. Et là, on s'est dit, oh, quand même, ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Et puis ça grossissait, ça devenait de plus en plus important et imposant. Ce photographe naturaliste documente l'évolution de la dune du Pilat depuis près d'une quinzaine d'années. Pour que ces photos, dit-il, laissent une trace dans le temps. Alors, quand l'incendie démarre, j'ai téléphoné à un de mes amis qui est pilote et je lui ai dit est-ce que ça te dirait qu'on aille voir un peu ce qui se passe. Et on a réalisé du coup les premières images aériennes de l'incendie. Il y avait à ce moment-là une soixantaine d'hectares partis en fumée, sachant que 10 jours plus tard, il y en a eu plus de 7000. Donc en fait, c'était vraiment les prémices d'une catastrophe. 1h20 plus tard, 60 km plus à l'est, des flammes surgissent dans une forêt de pins, à Guillos, près de Landiras. Un automobiliste tente d'éteindre le feu. Les pompiers arrivent quelques minutes après, mais c'est déjà trop tard. Vincent de Dieu est le maire du petit village d'Aurigne, situé à quelques kilomètres de là. C'est la première fois qu'il est confronté à une telle situation. Moi, je pars à une réunion sur Belin-Bélier, et là, mon téléphone sonne. Et c'est ma femme qui me dit il y a le feu vers Guillos. Pour moi, c'est là que tout commence, parce que plus je me rapproche de Guillos, plus la fumée est importante. Et j'ai même l'impression que le feu est dans le village. Et quand j'arrive, oui, le feu est aux portes des maisons.
Et là, on voit que ça arrive à 200 mètres de la mairie, au niveau du cimetière de Guillos. Et là, on a des flammes de 35 mètres de haut. Et sortez de là, sortez de là. Allez, mettez-vous sur les côtes. On a fait la bascule de la ligne. Pas de l'eau là? Il y a la flotte, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok, excuse-nous. Vous avez les collègues qui sont sur le côté, qui vont taper sur le côté, les autres devant. C'est bon, on place bon. Hé David, si ça veut pas rigoler, on te doit hein? Ça veut pas rigoler. Ce qui m'a impressionné, moi, c'est le vent dans Guillos ce soir-là. Il n'y a pas de vent depuis des semaines et des semaines parce qu'on est dans des grosses chaleurs, une sécheresse énorme. Et là, il y a un vent. Et je ne sais pas d'où il vient ce vent. Et en parlant avec des pompiers, ils m'expliquent que c'est le feu qui crée son propre vent. Et là, je me dis, waouh, c'est impressionnant, c'était des bourrasques de tempête. Au petit matin, déjà près de 2000 hectares sont partis en fumée autour de Guillos. Et sur le secteur de la Teste, les 5 campings du Pilat ont été évacués. Je pense qu'aucun département en France n'a connu en simultané 2 feux d'une si grande importance qui se déclenchent à peine 1 heure ou 1 heure et demie d'intervalle. Et là, on voit qu'on est sur un scénario qui va durer dans le temps et sur lequel ça va être extrêmement compliqué de pouvoir lutter contre ces 2 feux en même temps au niveau du département. Le contrôleur général Marc Vermeulen est en première ligne sur ces 2 fronts. Il s'est fixé un double objectif. Aucune victime et le sauvetage d'un maximum d'habitations, quitte à sacrifier la forêt. Une terrible bataille s'engage, au sol et dans les airs. Calibre de Dragon 33. Oui, je t'écoute. Le Dragon 33, donc on vient de décoller, on a visuel sur vous, on est sur la route pour aller vers le Pilat, nord de la dune. À bord de l'hélicoptère de la sécurité civile, cet officier guide les Canadair, les pélicans comme les appellent les pompiers. Il y a les 2 pélicans poursuivis sur l'objectif assigné par l'aéro, qui est juste dans la partie, je dirais, la plus à l'est. Il informe aussi le poste de commandement de l'avancée des flammes. On va essayer d'aller jeter un coup d'œil pour la localisation du feu par rapport à la route là-bas. Ouais. Et ensuite on fera un retour par le flanc droit pour essayer de voir à quel point il s'est écouté de l'autre côté. Autorisation de largage pour les pélicans. Donc, 3 minutes. Parfait, ça. C'est très bien. Mais le vent est en train de tourner. Plusieurs camions de pompiers sont pris au piège. La piste est coupée par les flammes. Les Canadair sont rappelés en urgence. Après, j'aimerais juste savoir, tu vois, c'est tout ça, j'arrive pas à le savoir. Si leur bouge le chemin. A priori, ils vont réussir
à se sortir. Tout va bien. Pour ma part, c'était mon premier gros feu de forêt, donc je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui va se passer? Un peu de stress aussi. Est-ce que je vais être à la hauteur? Mais c'est vrai que quand on arrive là-bas et que c'est le chaos, on se dit, ouais, je m'attendais pas à ça. Le baptême du feu fut brutal pour Anaïs Espagnier, pompier bénévole à la caserne de Libourne. Cette infirmière en pédiatrie âgée de 25 ans est mobilisée dès le 2e jour. Quand on est au contact du feu, déjà, je dirais qu'il y a, pour ma part, je parle pour moi, il y a déjà l'adrénaline. Là, on nous dit, faut aller attaquer, faut pas non plus trop réfléchir. Là, sur le moment, on a une mission. On avance, c'est bon pour toi. La pression, la pression. Oh, la patate, la patate. Alcool, monte la pression. Allez, à boire. À boire, faut de l'eau, là. Ce qui m'a surpris, c'est cette sensation de se sentir un peu étouffé parce que quand on éteint un feu, du coup, ça produit beaucoup de fumée. En plus, on est à pied, donc on se le prend vraiment dans le visage, quoi. Et c'est vrai que ça brûle. Moi, ça m'a... Sur le moment, je me suis dit, oula, ça me brûle au niveau du nez, ça brûle au niveau quand on respire, au niveau de la trachée, des poumons, ça brûle. Et puis on voit des gars qui courent, qui branchent des tuyaux, qui désenlisent un camion qui est resté dans le sable. Enfin, tout ça, c'est impressionnant et c'est important de le documenter, quoi. De voir l'énergie qui est déployée à faire tout ça, quoi. On le ressent, hein, je pense. Hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai quand je regarde mes photos, et puis même certains d'autres confrères. Hein, c'est cette sensation d'énergie et de volonté de vouloir bien faire, quoi, malgré la complexité de la chose et la complexité du terrain. La forêt de la Teste est un piège pour les pompiers. La Teste de Buch, c'est une forêt usagère sur un sol dunaire, avec des gros problèmes d'entretien. À la fois, on ne disposait plus des pistes pour pouvoir pénétrer à l'intérieur, et il y avait de nombreux points d'eau qui étaient indisponibles. Il y a des pistes qui sont plus ou moins pentues, en dévers. Il y a des parcelles qui sont inaccessibles parce que le sous-bois est trop dense. Et il y a des endroits où on ne va pas pouvoir s'engager parce que les camions ne peuvent pas se croiser, n'ont pas d'itinéraire de fuite ou ne peuvent pas faire demi-tour, tout simplement. L'Andiras, c'est autre chose. L'Andiras, on est sur une forêt qui est exploitée. Maintenant, une des difficultés auxquelles on a été confronté, c'est la continuité du massif. On a rencontré des parcelles qui, quelquefois, faisaient 50 hectares. Et donc, à partir de là, dans ces conditions-là, le feu peut être amené à prendre de la puissance. Le fait qu'on bascule sur quelque chose de hors norme est apparu au fur et à mesure des jours. Pourquoi? Parce qu'à compter du 13 juillet et jusqu'au 18, qu'on a appelé a posteriori le lundi noir, à chaque fois, tous les jours, on a eu des températures supérieures à 40 degrés et une hygrométrie inférieure à 10%. Ce qui a eu pour effet d'observer des phénomènes qu'on n'avait jamais vus encore en Gironde, notamment avec la puissance qui était libérée par l'incendie, des troncs qui explosent littéralement. On n'avait jamais vu ça, en tout cas de mémoire de Girondins. Le 14 juillet, à 21h, je vois une grosse boule rouge arriver sur le village. Et donc je veux partir au PC de commandement pour vraiment discuter avec les pompiers, savoir ce qui se passe. Et là, je croise
donc un colonel et le président du département de la Gironde. Il me pose la question en me disant qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse et je lui ai dit commence à évacuer. De toute façon, vu comment le feu est en train d'avancer, il va rapidement arriver sur le village. Voilà, ça a été une décision prise vraiment vers 23h, quoi. On n'était pas préparé à évacuer. On ne pensait pas que le feu arrivera au Rigne. Et là, il est là. Et l'intensité du feu est tellement grande que d'habitude, les flammes, c'est orangé. Là, c'est rouge. Le mur de feu qui est devant moi, aux côtés des sapeurs-pompiers, m'évoque immédiatement une image de l'enfer, c'est-à-dire l'enfer comme j'aurais pu l'imaginer ou tel qu'aurait pu le décrire Dante. Jean-Luc Glaise a été témoin dès les premiers jours des ravages de l'incendie. La qualification de monstre, elle vient après, quand le feu véritablement est en train de s'élargir, de prendre cette amplitude extraordinaire qui a été la sienne. Allez, on est dans le feu. Faut qu'on passe, là, on est dans le feu. Ah, il est derrière, il est derrière. Ok, je le vois. Ah, ça chauffe là. Hein. Ouais, ça chauffe trop. Vas-y, Eric. Oulias, allez plus vite. Allez, Oulias. C'est bon, on est sorti. À gauche, à gauche, à gauche. Là, dans ma tête, je me dis, qu'est-ce qui va l'arrêter? Pour moi, on est en danger, la population est en danger, donc on ne réfléchit pas. Et on se dit, ben voilà, on va s'organiser pour évacuer. Et là, on commence. Et on vit des moments très difficiles parce que, humainement, expliquer à des gens qu'il faut quitter leur domicile, que c'est dans le quart d'heure, qu'ils doivent laisser leurs animaux. Je pense que c'est dans ce feu-là, c'est le plus dur à vivre, l'évacuation. Parce qu'on n'est pas préparé, on n'est pas formé. On ne se rend pas compte de combien de temps ça va durer. Nous, ça va durer 12 jours. Ce 14 juillet, de l'autre côté du département, les vents ont encore changé de direction. Le feu progresse dangereusement vers Cazaux. Bonjour. Il n'y a pas une minute à perdre. Faut partir, madame. Faut évacuer à cause des fumées. Votre père veut pas partir. Il va falloir qu'on lui explique alors. Bonjour monsieur, c'est la police. Faut y aller monsieur. Ouais, non, mais moi je reste là. On peut pas, faut y aller monsieur. M'en fous, je reste là. Monsieur, on peut pas. Mais vous pouvez. Ici, mais je vous le dis. Ici, je suis. Je vous le dis. Écoutez-nous, écoutez-nous. On ne risque rien là. Nous, si on est là, monsieur, on nous a demandé de vous faire évacuer à cause des fumées. Voilà. Il y a une raison, monsieur. Voilà. Il y a une raison. Vous venez. Je vous le dis. Et vous venez, c'est bien. Moi, on continue à faire évacuer tout le quartier, mais vous sortez. Non. Vous pouvez pas rester là, monsieur. Vous avez qu'un intérêt à rester là, monsieur. Allez. Non, mais je suis chez moi. Vous êtes chez vous, mais moi, je vous invite fortement à venir avec nous, à quitter les lieux. Que vous m'invitiez, d'accord. Ok, il faut y aller. Faut y aller. Il faut y aller, monsieur. Non, mais il faut y aller. Il veut pas sortir, le monsieur. Monsieur, c'est pas une question de flamme, c'est surtout au niveau de la fumée qui est toxique, là. Bien sûr. Allez. Je suis équipé. Allez, monsieur, monsieur, oui, elle peut. Et madame, vous voulez pas partir non plus, vous? Si, elle veut. Il y a que le mari qui peut pas partir. J'ai des masques à gaz dans la maison. Alors, si vous avez des masques à gaz, je vous dis. Allez-y, s'il vous plaît, vous bloquez les secours. Vous bloquez les secours. Allez-y. Faites demi-tour. Expliquez ça à ma fille. Faites demi-tour. Faites demi-tour, monsieur. J'ai pas le temps, monsieur. Faites demi-tour. Moi, j'ai un gamin là-bas aussi. Faites demi-tour, monsieur. Un gamin et un chien. C'est noir, c'est bizarre. Il pleut des cendres en fait. Les 4000 habitants et les militaires de la base aérienne doivent quitter leur maison. En fin de journée, les flammes menacent le port.
Là, on a encore sauvé des personnes parce que certains s'étaient maintenus, hein, donc ils vont notamment au niveau de la halte nautique et du port. Hein, donc on a fait plus d'une dizaine de sauvetages à ce niveau-là, hein, y compris des personnes âgées qui n'avaient pas souhaité évacuer, mais qu'il a fallu évacuer, qui ont été vraiment gênées par les furies. Au matin, la bataille de Cazaux est gagnée. Moi, je suis allé à Cazaux juste une heure après que ça ait brûlé. J'ai surtout vu moi le formidable travail là, qui a été accompli, parce qu'il y a eu beaucoup de maisons qui ont été sauvées. C'est pas le fruit du hasard. C'est à chaque fois, on a mis au minimum un engin pompe et 4 hommes et femmes. Sinon, derrière, on ne peut pas défendre ces zones-là. Seules 3 maisons et 2 restaurants sont détruits. Il y a les victoires. Les victoires, c'est quoi? C'est protéger des maisons, protéger des cabanes en forêt, protéger des villes. Mais la guerre qui est gagnée, c'est parce qu'on n'a pas de victimes humaines. Et c'est bien ça, la priorité des priorités. Les pompiers ont sauvé Cazaux. Mais le feu qui vient de tourner une fois de plus menace maintenant le zoo. Au soir du dimanche 17 juillet, son directeur, Rudy Couturier, n'arrive pas à obtenir d'informations fiables des pompiers. Donc de notre propre fait, on décide d'évacuer les animaux, parce qu'évacuer un zoo de 1000 animaux, ça ne se fait pas normalement en 10 heures, c'est impossible. Donc soit on laisse les animaux, ils périssent dans les flammes, soit on en sort le plus possible. Donc on a un petit peu moins de 1000 animaux, on en a évacué 400. Des lions, des ours, des hyènes, les lémuriens, il y a des singes et des grands singes. Ça ne s'est jamais fait en France de déplacer 400 animaux en quelques heures. Avec l'aide de tous les zoos de France, on avait 100 soigneurs spécialisés qui étaient là sur le site, on avait 15 vétérinaires de parcs zoologiques qui sont venus avec leur matériel de capture, avec leurs produits anesthésiques. Tous ceux qui sont restés sur site, c'est des animaux qui ne pouvaient pas être évacués. Donc déjà, le transport aurait pu leur coûter la vie parce que c'est des animaux très fragiles. Je pense aux okapis, par exemple, tout ça. Des éléphants, personne n'avait un point B pour accueillir 3 éléphants mâles. Des hippopotames, des rhinocéros, 11 girafes, c'était pas possible. Au fil des heures, le feu semble hors de contrôle. Il n'est plus qu'à une centaine de mètres. Les Canadair sont appelés en urgence. Ils vont sauver le zoo. Le lundi, vers 10h, ça a été une ambiance de guerre. C'était des pompiers partout, la police, les sirènes. C'était le brouillard, la fumée, les arbres qui explosent sous la chaleur, le feu qui arrive à grands pas. C'était quelque chose de vraiment apocalyptique, effectivement. Le lundi 18, ça restera gravé dans ma mémoire à jamais. Le feu de la Teste, quasiment en même temps, part en cime en direction des campings, et c'est là où on les a perdus, saute de l'autre côté en opposition du vent sur côté Lacano, et saute en même temps vers le nord, ce qui reste de la forêt usagère. Le scénario tant redouté par les pompiers est en train de s'écrire. Une attaque massive du feu des 3 côtés à la fois. À l'ouest, la départementale 218 qui servait d'obstacle naturel est balayée par les flammes. Les campings du Pilat sont ravagés.
plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Là, pour le coup, là, c'est rasé. Plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Il a été sauvé, t'imagines, papa? Là. C'est pas possible. Là, c'est la maison. Il n'y a plus rien dans la maison. La maison, elle a pété, là. Les pompiers, c'est incroyable, ils n'ont jamais vu ça. On a des bouteilles à l'entrée complètement fondues et ils estiment que c'est à 1200 ou 1300 degrés. Donc ça a été un brasier terrible, il ne reste plus rien. De toute manière, c'est un spectacle de désolation. Stéphane Carella, le propriétaire d'un des campings, a vu le monstre de feu fondre sur lui. On est tombé face à un mur de feu. Mais quand je dis un mur de feu, il devait faire, je sais pas moi, 300-400 mètres de large et sur 100 mètres de haut. Et là, on a dit, bon là, ça va être très très compliqué. Donc on a été évacués. Voilà, on a été évacués et moi, je regardais aux caméras de surveillance ce qui se passait parce que j'avais plusieurs caméras qui fonctionnaient. Et jusqu'au dernier moment, je vous la fais rapide, mais jusqu'au dernier moment, moi je pensais que ça allait aller parce que le feu était en face. Il y avait 10 camions de pompiers le long de la route qui ont éteint le feu. Et quelques minutes après, j'ai revu des flammes de 30-40 mètres dans les arbres. Plus personne n'est venu. La caméra s'est coupée. Et voilà, et c'était la fin. Et le point d'orgue a vraiment l'été, le lundi 18. On a le feu de l'Andiras qui, pareil, prend une puissance inégalée, à tel point qu'à un moment donné, même les largages de Canadair n'étaient plus efficaces. Et on a un troisième feu qui éclate le lundi soir à Vendeis. Et je me souviens, on voit les 3 panaches. Et là, je peux vous dire qu'il y avait un silence de mort dans le véhicule. Et on se dit, voilà, il faut tenir. Il faut tenir. J'ai survolé à plusieurs reprises l'incendie et je l'ai vu grossir. C'est un moment où les lisières de feu qui, à ce moment-là, font, je pense, une quarantaine de kilomètres de périmètre, sont en train de grignoter la forêt un peu partout, où je vois le domaine départemental d'Ostens, donc qui appartient au département de la Gironde, brûler, où je vois une centrale photovoltaïque commencer à brûler. Et véritablement, ce jour-là, quand je suis descendu de l'hélicoptère, j'étais, je crois, désespéré, avec beaucoup d'émotions aussi, parce que j'ai eu le sentiment ce jour-là qu'on n'allait pas y arriver, quoi. En milieu de journée, ce lundi, la situation est explosive. Immédiatement. Évacuez les plages, immédiatement. Allez monsieur, évacuez les plages. Évacuez les plages. On va partir, monsieur. On a quelque chose d'emploi, une invitation d'emploi. Restez là, vous repartez, d'accord. Vous allez vers là-bas? Comment? Oui, allez vers Arcachon. Là, restez pas ici, s'il vous plaît. Restez pas vers ici. Allez, messieurs, dames, allez-y, allez-y, quittez les plages. Le feu progresse vers Arcachon, attisé par des rafales de vent de 80 km/h. Une fumée dense, âcre, recouvre la ville. Il fait 42 degrés. Les flammes menacent les quartiers résidentiels du Pilat. La mobilisation est générale. Les pompiers en repos sont rappelés de toute urgence, car les prochaines heures seront décisives. Pour la première fois, le renseignement militaire a été mis à disposition des sapeurs-pompiers. En fait, on a eu un drone militaire qui a survolé la zone et ça nous a permis de voir de nuit l'avancée en temps réel du feu et les différentes sautes. On avait en parallèle un caracal qui avait été mis à notre disposition, qui avec son phare pointait
aux endroits sur lesquels on avait des sautes de feu. Donc ça nous a permis d'aller le chercher. Et en fait, on a pu observer à un moment donné que le feu s'est calmé. Chose qu'on n'aurait pas vue sans ces images des drones militaires. Et quand on a vu qu'il s'est calmé, on a profité des pénétrantes qu'on avait créées et on a été le chercher et c'est comme ça qu'on a pu le taper. Cette première semaine a été très très importante et difficile moralement et mentalement, mais il fallait qu'on le combatte, ce feu, dans tous les cas. Maxime et son ami Marco ont vu la forêt de leur enfance partir en fumée. Une forêt dans laquelle ils possédaient chacun une cabane. Je ne pouvais pas rester dans mon canapé à le regarder à la télé. Donc tout simplement, je me suis présenté, j'ai proposé mon aide en tant que charpentier, ancien bûcheron. Et en fait, tout s'est enchaîné. Dès le lendemain, j'ai ramené ma tronçonneuse. J'ai fait équipe avec une équipe de bûcherons de la sécurité civile de Brignoles. Et à partir de là, on a abattu des arbres, On a essayé de défendre, de couper, d'écarter. Donc on s'est débrouillé comme on pouvait. Détruire la végétation pour priver le feu de son carburant. De nombreux pare-feux sont créés dès le début de l'incendie. Les pompiers craignent aussi que le brasier, incontrôlable, parte vers le sud en direction du département des Landes. Ils établissent en 2 jours cet impressionnant cordon sanitaire, large de 300 mètres et long de 5 km entre l'océan et l'étang de Cazaux. Après, on s'est rendu compte que le feu prenait une telle ampleur qu'on a eu des pompiers quand même qui venaient de toute la France, des gens qui ne connaissent pas du tout la région. Donc au final, on s'est retrouvés à aider les pompiers dans la forêt. Les pompiers étaient assez perdus. Il fallait les amener, il fallait les guider, il fallait les orienter, il fallait leur amener des ravitaillements. Il y a plein de mecs qui ont été extraordinaires. Et Maxime, il est allé, pendant 3 semaines, il a laissé son boulot, il a tout laissé. Il est allé combattre le feu alors qu'il n'est pas du métier, il est charpentier. Ici, il connaît les arbres et les bois, mais ouais. Voilà. C'est la terre des habitants qui part en fumée, donc nécessairement, il y a une implication et un investissement qui est décuplé. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'abattement. Il y a une volonté sans faille de venir à bout de ce sinistre. Jusqu'à risquer sa vie. Maxime était avec les pompiers sur la départementale 218. Nous, ce qu'on voulait, c'est que le feu saute pas. Malheureusement, les vents n'étaient pas avec nous, le feu a sauté. Et au moment où le feu a sauté, je me suis retrouvé un peu envahi de flammes, quoi. Je me suis fait piéger, tout simplement. Là, j'ai eu très peur. Je me suis dit, si les pneus de mon véhicule éclatent maintenant, je pense qu'on n'aurait pas couru longtemps. Et donc, les Canadair tournaient, passaient très très bas, à toucher les cimes des arbres. Je me suis retrouvé par terre, allongé, pour pas prendre 6 tonnes d'eau dans la nuque. Donc on se mettait en boule par terre, il larguait, ainsi de suite. Il mettait un peu moins de 5 minutes quand même par rotation, à coup de 2 à 6 ou 7 Canadair, je ne sais plus. Mais c'était des milliers de litres et des milliers de litres qu'on a passés. Mais, heureusement qu'ils étaient là. Heureusement qu'ils étaient là. Il n'y a pas les là. Canadair, je pense. Ouais. Quand je suis sorti de tout ça, de ce monde du feu, quand on rentre à la maison, on a l'impression d'être ailleurs, d'entendre du feu tandis qu'il n'y en a pas, de voir de la fumée tandis qu'il n'y en a pas. C'est des choses qui bouleversent. Tu te dis, est-ce que ça va aller mieux, quoi ? Parce que tu te poses quand même la question de te dire, est-ce que je suis pas allé trop loin ? Et à un moment donné, je me suis dit que j'allais pas... Putain.
c'était très dur pour lui de revenir dans une vie normale. Effectivement, je comprends que Maxime ait été choqué parce qu'il est allé tellement... Il est sorti complètement de sa vie de tous les jours. Au matin du 19 juillet, la météo devient enfin favorable. Les pompiers parviennent à contenir l'incendie. À Landiras, il s'étend sur une superficie de 65 km. 13 villages ont été évacués. La forêt fume encore, signe que la bataille n'est pas encore gagnée. Les pompiers doivent arroser pour éviter les reprises. David ? Ouais. Là-bas, pour faire un peu de traitement, regarde sur le fond là-bas. C'est un effort que je ne connaissais pas. La canicule, forcément, nous dans le nord, on a moins chaud. Mais bon, on n'a pas le choix, il faut faire avec, on a ce qu'il faut. La population est généreuse, ils nous amènent des bouteilles d'eau régulièrement et donc voilà. Le corps est mis à rude épreuve. On a les ampoules, on a les courbatures, c'est les jambes qui flageolent, les épaules avec la lance qu'on tient. Nous, en Gironde, on attaque beaucoup à la tourelle, donc on a la lance sur l'épaule, donc des choses comme ça. Il est même connu jusqu'à Bordeaux. Hier, c'était très très difficile. En 22 ans de pompier, je crois que c'est la première fois que j'ai eu aussi peur de ma vie. Vraiment là, et pourtant j'ai fait beaucoup de choses. Mais là vraiment, ouais, j'ai eu très peur, très peur. C'est incroyable ce qu'ils font. Là, ils sauvent nos maisons, ils essayent de sauver notre patrimoine. Il n'y a rien à dire. C'est juste du respect, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Elle a une chasuble plus solidaire. La cuisine, là, ou pas? C'était dingue, la solidarité des gens qui habitaient là-bas. Alors là, c'était incroyable. C'est du jamais vu. On se sentait bien et on ne pouvait pas lâcher. Et le moral était forcément là. Les gens, ils se relayaient entre eux. Ils étaient là du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils étaient présents. Sans eux, ça aurait été possible, mais ça aurait été plus compliqué. À Balizac, près de Landiras, les pompiers sont les bienvenus dans l'église du village. On a poussé un tout petit peu plus les chaises pour que les pompiers et les bénévoles puissent arriver, se poser tranquillement, manger comme s'ils étaient chez eux, quoi. Avec les assiettes, les couteaux, une entrée. Voilà, ils avaient tout ce qu'il fallait. Et nous, en fait, on tournait la nuit et on dormait donc sur le côté là-bas avec des matelas pneumatiques, des poufs. Il y avait un hamac, il y avait des chaises, il y avait des petits fauteuils. Donc on alternait en fait. Quand certains partaient dormir, d'autres attendaient que les pompiers arrivent parce que mine de rien, c'était nuit et jour. Donc s'ils avaient besoin de boire, de manger un petit peu, de boire un café, il y avait toujours quelqu'un en fait de réveillé pour les accueillir. Donc ça a été vraiment une auberge, je dirais. Et lorsque la troupe qui va au feu, le soir, quand ils ont passé la nuit, la journée, et derrière, ils ont un bon repas, ils sont accueillis avec des bénévoles qui ont le sourire, vous les emmenez au bout du monde. Vous les emmenez au bout du monde. Donc vraiment, à un moment donné, on a été porté par ça. Au revoir.
Fin juillet, les pompiers ont fixé les 2 incendies. C'est le soulagement. Mais en réalité, le feu est encore là, invisible, tapis sous la terre. Le pire est à venir. Le deuxième moment qui restera gravé dans ma mémoire, c'est l'Andiras, ce qu'on a appelé après l'Andiras 2. Donc là, on est le 9 août de mémoire. Et en fait, la nuit du 9 août, il parcourt presque 5000 hectares. Et en fait, je me souviens qu'il y avait vraiment un écart de perception entre ce que nous, on vivait sur le terrain et les interlocuteurs qu'on pouvait avoir dans le cadre des différents centres opérationnels. Et c'est là où, en fait, j'ai fait mettre en ligne sur notre page Facebook et une vidéo qu'on avait prise juste avant la nuit avec l'hélicoptère, sur lequel on voit ce front de flammes qui avance pour que vraiment les gens se rendent compte ce à quoi on était confrontés. Du jamais vu en Gironde. Ah, c'est un délire. 3 semaines durant, les braises ont couvé sous la terre, dans la tourbe. Les flammes viennent de rejaillir brutalement en surface à Saint-Magne. 40 départs de feu sont enregistrés dans la nuit. 6000 personnes sont évacuées. Ah putain. Allez. Mettez l'autoprotection nécessaire du niveau 1 au bagne. Oui, mais on a l'autoprotection, c'est bien. Oui, on a l'autoprotection. Allez les gars, on se calme, on est tranquille. Dans le feu. Allez, on sort de là. Allez, prêt. Si par malheur, un véhicule se trouvait bloqué avec un système d'autoprotection, ils vont appuyer sur un coup de poing, donc un système de sécurité qui est facilement accessible. Et il y a de l'eau qui va être diffusée autour de la cabine, autour des roues, de manière à être en capacité de passer, par exemple, un front de flamme. Il va avancer là, de toute manière. Il avance déjà. Il part sur le côté. Il y a des baraques là-bas, c'est pour ça qu'on est en train de voir. Les pompiers eux-mêmes ne s'attendaient pas à une telle vitesse de propagation. C'est vrai que des fois, on se sentait un peu dépassé par ce qui se passait, quoi. On voit que c'est dangereux, on sait qu'il faut qu'on fasse attention. Mais sur le moment, on ne se rend pas trop compte. Je dirais qu'il y a tellement d'adrénaline où le moment est tellement exceptionnel, de par l'envergure, de par ce feu qui était énorme. Moi, je sais que je m'en rendais plus compte quand je rentrais à la maison que sur le moment. On va allumer le long de cette piste jusqu'au plein de là-bas. Okay. Comme en juillet, les pompiers vont combattre le feu par le feu. Parmi les premières mesures, j'ai pris la décision de réactiver une pratique qui existe dans le code forestier, mais qui était peu ou pas utilisée en Gironde. C'était ce qu'on appelle les feux tactiques. En fait, c'est allumer des feux, bien sûr modérés, on ne fait pas brûler des hectares et des hectares, pour qu'à un moment donné, le feu qu'on allumait avec le feu qui arrive se neutralise avec des phénomènes physiques qui sont documentés.
Mais au matin du 10 août, le mur de flammes avance toujours, inexorablement, 1 km par heure. Le brasier a dévoré plus de 7000 hectares. Il se dirige vers la commune de Belin-Bélier et il n'est plus qu'à 500 mètres des maisons. Il n'y a plus qu'à espérer que le vent détourne le brasier dans une autre direction, ou que les avions Dash réussissent à le ralentir avec leurs produits retardants. Quelques heures plus tard, dans le hameau de Joué, les pompiers n'ont rien pu faire. 17 bâtiments sont réduits en cendres. C'était impressionnant d'arriver et de voir toute cette forêt qui était calcinée, de voir les maisons qui ont été encerclées par le feu, certaines qui ont été épargnées, d'autres pas. Et on croise les propriétaires de leurs maisons ou de leurs cabanes. Et on les voit, ils sont dépités de ce qui a été ravagé. Enfin, certains ont mis une vie pour construire ça. Et nous, on arrive et on a en fait, on a cette image de tout est un petit peu en noir et blanc. Et on a notre camion rouge au milieu de la forêt. Les pompiers vont avoir de la chance. Dans la nuit du 13 août, à la place des orages secs annoncés par Météo France, une pluie abondante s'abat sur le sud de la Gironde. L'incendie est fixé, mais pas encore éteint. Les soldats du feu, aidés par d'autres pompiers venus de toute l'Europe et par des volontaires, mettront encore 46 jours pour venir à bout du monstre de feu. Au total, cet été, près de 30 000 hectares de forêt ont été ravagés. Ces feux vont marquer le territoire et les mémoires, c'est évident. On fait le parallèle avec le grand feu des Landes de Gascogne de 1949, qui a fait 50 000 hectares de détruites et 80 morts. Et donc si on doit retenir une chose de ces feux de la saison 2022, c'est ce bilan humain qui est bien plus positif. Aucun blessé dans la population, et des blessés légers, c'est les sapeurs-pompiers, et aucun nom marqué sur la plaque des morts au feu. Voilà, ça reste une victoire pour moi. C'est que du matériel, c'est que de l'argent, c'est que des assurances, c'est que des complications administratives. Mais bon, on va faire face, on est là. On est jeune, on est plein d'énergie, on a toujours le site qui est là. Voilà, bon, il va falloir planter quelques arbres. Vous avez mon arbre derrière. Je ne sais pas s'il était centenaire, bicentenaire ou tricentenaire. C'est le plus gros arbre de la forêt que j'ai jamais vu. C'était ce qu'on appelle un pin borne. Il faisait 5,50 m de diamètre. Donc ça, c'est perdu. Je ne sais pas si l'assureur va me rembourser la cabane, mais ça, il ne pourra pas. Et ça, c'est terrible d'avoir perdu ça. Voilà. Nous, la commune, on a une parcelle, on va la replanter avec les enfants de la commune. On va leur raconter l'histoire. On va leur dire maintenant, c'est vous qui replantez. Parce qu'eux, demain, ils doivent comprendre ce qu'ils ont autour d'eux. La nature est certes résiliente, mais est-ce que l'humain l'est ?
aussi. Parce que l'humain, il sait faire plein de choses, mais il ne se souvient pas très longtemps de ce qui vient de se passer. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait ces photos-là.